Anne-Charlène Bézina, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Beaucoup de questions à vous poser, notamment effectivement sur la faisabilité du budget 2025. Il faut une session extraordinaire. Juste d'abord un mot sur Macron. Emmanuel Macron qui a dit il y a un risque de guerre civile. Les programmes des deux extrêmes mènent à cette guerre civile. C'est ce qu'il a dit en tous les cas dans un site Génération Do It Yourself. Est-ce que la Constitution prévoit quelque chose en cas de guerre civile? Alors, c'est simple, dans notre Constitution, on a la déclaration de guerre, qui est l'article 36, oui. Mais bon, là on serait quand même très loin. Et tout dépend de ce qu'on entend par guerre civile. Est-ce que c'est la guerre des uns contre les autres? Est-ce que c'est une forme de désunion nationale? Mais ce terme de guerre civile, à mon avis, il faut faire attention à comment on l'entend constitutionnellement, parce qu'il y a un article 16 dans notre Constitution qui permet au président de la République d'actionner les pleins pouvoirs, dont on a entendu parler un petit peu ces dernières semaines. Plein pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, il a l'exécutif entier, tout le législatif et même le judiciaire. Mais pour ça, il faut deux conditions. Un trouble grave sur les institutions de la République, sur l'intégrité de notre territoire, les traités, alors peut-être cette guerre civile justement. Et la deuxième condition, c'est une interruption du fonctionnement normal de nos pouvoirs publics, le gouvernement, l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de subjectifs dedans, non? Ça fait beaucoup de conditions. L'idée de l'actionner, c'est quand même un moment politique très grave, qui fait vraiment penser à une dictature présidentielle. Le seul précédent qu'on a, c'est le général de Gaulle. Après, on va dire le putsch un petit peu des généraux d'Alger qui avaient dit nous allons marcher sur Paris. Sauf que le risque, c'est l'accoutumance. Le général de Gaulle dissout le problème au bout de 10 jours et il garde l'article 16 pendant 1 an. Donc le Conseil constitutionnel peut maintenant arrêter l'article 16 en 30 jours. Mais j'espère que ce terme de guerre civile ne fait pas appel à cet article 16 qui, à mon sens, repose sur des conditions tellement graves qu'on le garde. Le constitutionnaliste Jean Gicquel nous dit c'est la grosse Bertha. Donc on n'en est pas à la grosse Bertha. Seul le Conseil constitutionnel peut s'y opposer, enfin peut s'opposer à la décision du président de la République dans les 30 jours. Alors, c'est les oppositions qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel au bout de 30 jours. Et si les oppositions ne le font pas, eh bien, c'est le Conseil qui s'autosaisit lui-même au bout de 60 jours. Donc, on pourrait envisager, dans le pire des cas, que le président de la République fasse ça tout seul et garde 30 jours d'application. Mais encore une fois, cette hypothèse ne me paraît évidemment pas sérieuse dans l'état actuel de notre Constitution et dans l'état actuel de la France. Qui décide d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale? Alors ça dépend évidemment s'il y a une majorité absolue, majorité relative. Mais s'il y a une majorité... Ah ben non, mais c'est le président qui décide. C'est le président qui décide. Il peut dire non? C'est l'article 29 de notre Constitution qui nous le dit. Et on a un antécédent, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing, mais le général de Gaulle avait essayé aussi à sa manière. En fait, tous nos présidents de la République l'ont plutôt senti comme un pouvoir propre, c'est-à-dire je décide ou non de convoquer cette session. Valéry Giscard d'Estaing, justement, à un moment, refuse même pendant quelques temps. Mais c'est une coutume de laisser l'Assemblée nationale se réunir lorsqu'elle en a besoin. J'ajoute que la session extraordinaire de l'été, celle qui interviendra après la dissolution, elle est de droit, elle est obligatoire, elle est inscrite dans l'article 12 de notre Constitution. Après la dissolution, eh bien, il faut une session pour nommer tous les organes directeurs, pour lancer le travail dans les 15 jours après le fameux 8 juillet. Et elle dure combien de temps? Alors là, pour le coup, ça va dépendre de l'ordre du jour. Donc, elle est obligée de se réunir et après, suivant les textes qu'on inscrit, elle peut durer 15 jours, 3 semaines et voire priver de vacations. La question, ça va être aussi bientôt, François Ekal, ça va être une loi de programmation. Une loi rectificative. Une loi de finances rectificative, absolument. Alors, ça nous emmène au budget 2025, un budget très très compliqué à faire, quelles que soient les hypothèses du reste. C'est un peu le budget introuvable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un texte, il y a un budget qui est présenté par le gouvernement. À ce moment-là, il n'est pas accepté, donc on va avoir un 49.3. Mais le 49.3, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que la motion de censure que peuvent déposer des oppositions, c'est parce qu'il y a un risque de dissolution, donc ils peuvent avoir peur derrière. Là, il n'y a pas de dissolution avant 1 an au moins. Donc comment est-ce que vous voyez cet engrenage ? Tout dépend de la majorité obtenue par le gouvernement qui va sortir des urnes. Est-ce que c'est une majorité relative dans ce cadre-là? Eh bien, on retombe sur un scénario très 4e République, c'est-à-dire, eh bien, les gouvernements en place, au moment de la composition de leur budget, eh bien, jouent leur place. Les motions de censure, les oppositions se coalisent et le gouvernement tombe. Sauf que si c'est une majorité absolue qui sort des urnes, eh bien, le gouvernement ne craindra pas la motion de censure. Donc les motions de censure de l'article 49.3 eh bien, amèneront, comme les budgets depuis 2022, à une adoption sans discussion. Sauf que, dans tous les cas, même si on débordait au-delà du mois de décembre, qui est la limite
budgétaire, fiscale, financière, comptable de la France, en plus, eh bien, il y a un article 47 qui nous dit que le gouvernement peut prendre le budget par ordonnance, au moins pour permettre à la France de fonctionner et de prélever les impôts. Donc, c'est un moment très gouvernemental. Si la majorité est absolue, eh bien, elle passera son budget. Oui. Donc, il y a un délai quand même. Oui, donc il y a un coup près qui tombe au 31 décembre. Exactement. Pour faire fonctionner la France, parce qu'au 31 décembre, il faut avoir perçu les recettes, les impôts et surtout pouvoir fonctionner. L'année budgétaire, elle est au 31 décembre, comptable, financière, fiscale, elle est vraiment cardinale. Donc pour faire fonctionner la France, eh bien, il faudra un peu, pour éviter les shutdowns à l'américaine, eh bien, il faudra justement un budget par ordonnance. Mais un budget de poche. À votre avis, alors pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, François Ekal, est-ce qu'il y a un vrai risque de shutdown? Si on est dans le scénario, évidemment, majorité relative. S'il y a un scénario majorité relative, un risque de shutdown, je ne pense pas, parce que justement, la Constitution prévoit cette idée de l'adoption par ordonnance, mais on aura un budget très restreint politiquement. Donc un budget, on va dire, de stabilité, voire même finalement d'attentisme sur un plan politique. Parce que pour arriver à mettre tout le monde d'accord, il faut voter des choses très consensuelles. Et là, ça risque de poser plus de problèmes. J'ajoute que l'audit des finances, c'est aussi une forme d'insulte faite au Parlement, parce que tous les ans, le Parlement fait son audit. Le Haut Conseil des finances publiques fait son audit. On a la Cour des comptes aussi qui assiste le Parlement. Donc on a déjà de l'évaluation sur l'évaluation de nos chiffres financiers. Et cette évaluation, eh bien, elle a été en plus corrigée en cours d'année. Donc je vous rejoins largement, on n'aura évidemment pas de surprise avec cet audit. On est déjà dans une situation financière très compliquée. François Ekal, un commentaire là-dessus, sur le budget introuvable? Non, vous allez observer et après vous allez décrypter. Il y a aussi un point qui provoque beaucoup d'interrogations sur le plan de la constitutionnalité, même si c'est plus politique, c'est sur les binationaux, et dans le viseur du Rassemblement national. Il y a eu un tweet cet après-midi de Marine Le Pen qui dit attention, c'est une fake news, pas du tout, parce que l'idée c'est que le Rassemblement national veut interdire à des postes stratégiques des binationaux. Alors elle a précisé, Marine Le Pen tout à l'heure, en disant attention, poste stratégique, c'est vraiment que la défense, enfin vraiment hyper stratégique. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Alors déjà, ça existe en fait. Tous nos emplois dits de souveraineté, et là, même la Cour de justice de l'Union européenne est d'accord avec nous, eh bien, sont réservés aux Français. C'est-à-dire que même un ressortissant italien, portugais, eh bien, de l'Union européenne ne peut pas accéder à ces emplois parce qu'ils sont réservés aux Français pour des raisons stratégiques, précisément. Donc, ça, c'est pas le mot emploi stratégique, mais c'est le mot emploi de souveraineté qui met en cause les prérogatives de notre État. Donc, le risque d'ingérence étrangère, il est assez limité, notamment parce que pour vous recruter à ces postes-là, eh bien, l'administration a des moyens particuliers de recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes de conflits d'intérêts personnels, professionnels, sur votre passé, sur vos études, sur votre lien avec votre État. Donc l'ingérence étrangère, elle est impossible. La seule différence, et je termine Edwige, c'est la différence entre les nationaux et les binationaux. C'est la seule chose que changerait le texte du Rassemblement national. Et ça, à mon avis, c'est complètement inconstitutionnel. Parce qu'un binational, c'est un national, c'est un Français. Donc distinguer entre les Français, il faut un motif d'intérêt général, et là, je ne le vois pas. D'accord. Juste un point sur l'exonération des impôts de moins de 30 ans. Ça, c'est une disposition du Rassemblement national. Constitutionnel, pas constitutionnel? À nouveau, il faut un motif d'intérêt général pour distinguer entre les Français. Est-ce que le critère des moins de 30 ans est vraiment quelque chose qui est pertinent fiscalement? Un motif. Le Conseil va très loin, il nous demande des critères objectifs et rationnels. Donc, est-ce objectif et est-ce rationnel? On verra.